Une jeune femme a disparu de son appartement, qu'elle louait avec sa sœur. La police n'a pas pu trouver le moindre indice, et l'affaire est restée non résolue pendant des décennies. Ce n'est que 53 ans plus tard qu'ils ont pu découvrir la vérité macabre, et cela s'est produit d'une manière très inhabituelle. Pamela Dorrington est née le 23 novembre 1948 dans la petite ville américaine de Helena, dans le Montana. Elle a grandi au sein d'une famille proche et avait de nombreux amis. Ses connaissances ont noté que la jeune fille était responsable dès son plus jeune âge et qu'elle pouvait toujours venir en aide aux autres. Pamela aimait aussi les animaux, et ses parents lui ont offert un labrador noir. Elle réussissait bien à l'école locale, et au lycée, elle était passionnée par l'apprentissage de la langue russe. Après le lycée, la jeune femme a trouvé un emploi en tant qu'infirmière chirurgicale à l'hôpital St. Peters de sa ville natale. Bien que la maison de ses parents soit relativement proche de son lieu de travail, Pamela cherchait à mener une vie indépendante. Pour cette raison, elle a déménagé de chez ses parents pour emménager dans un appartement loué avec sa cousine Marie, qui travaillait dans le même hôpital. Les jeunes femmes ont loué un appartement de 2 chambres au 2e étage d'un immeuble. De bon matin, le 17 février 1968, Marie est allée travailler à l'hôpital. Pamela dormait encore, car elle devait travailler lors du quart de soirée. Ce jour-là, le labrador dormait également dans sa chambre. Quelques heures après le départ de Marie au travail, le père de Pamela est passé devant leur résidence. Près du bâtiment, il a remarqué le labrador de sa fille qui courait sans laisse. La semaine précédente, le chien s'était échappé et avait fui son propriétaire, et Pamela avait dû le récupérer auprès d'un refuge local, donc ce qu'il a vu n'a pas surpris l'homme. Il a frappé à la porte de leur appartement, mais il n'y a pas eu de réponse. Pensant que sa fille était partie travailler, il a pris le chien et est parti. À 15 heures, Pamela était censée se rendre au travail, mais elle ne s'est jamais présentée à l'hôpital. Sa cousine a essayé d'appeler le téléphone fixe de leur appartement, mais il n'y a pas eu de réponse. Quand elle est rentrée chez elle, Pamela n'était pas là, et Marie ainsi que ses parents ont commencé à s'inquiéter sérieusement. Pamela était une personne très responsable et n'aurait jamais manqué son service sans une bonne raison, surtout sans en informer la direction. De plus, si la jeune femme avait prévu de partir quelque part, elle aurait certainement prévenu ses parents et sa sœur. Une autre source d'inquiétude était le fait que la voiture de Pamela était garée sur le parking de l'immeuble. Ce fait rendait également moins probable l'hypothèse qu'elle aurait pu partir à pied toute la journée. Les proches ont attendu jusqu'au lendemain matin et ont contacté la police. Ils ont déposé un signalement de personnes disparues, mais n'étaient pas pressés de lancer les recherches. Pamela avait 19 ans, et les enquêteurs n'ont pas exclu la possibilité qu'elle soit partie de chez elle de son plein gré. Après avoir inspecté son appartement, les détectives n'ont trouvé aucun signe d'effraction forcée ni de lutte, tout semblait normal. Ils ont demandé à sa sœur de fouiller les affaires de Pamela et de voir si tout était en place. Marie a remarqué que son manteau, son peignoir en éponge, son sac à main et ses bottes d'hiver manquaient dans leur appartement. 2 jours après la disparition de Pamela, la police a organisé une opération de recherche dans un rayon de 30 km autour de sa maison. Ils ont fouillé les champs, les forêts et les plans d'eau, tandis que des volontaires et les proches de la jeune femme distribuaient des tracts dans les rues de la ville. Les policiers ont interrogé les voisins, les collègues de travail et les connaissances de Pamela. Aucun d'entre eux n'avait vu la jeune femme le jour de sa disparition et n'avait aucune idée d'où elle aurait pu aller. Son superviseur à l'hôpital a déclaré que Pamela était censée récupérer un chèque de $200 ce jour-là, mais elle ne s'est jamais présentée. Cela indiquait davantage que la jeune femme n'avait probablement pas fui quelque part en laissant derrière elle l'argent qu'elle avait gagné. Dans les premiers jours de la recherche, la police a interrogé plus d'une centaine de personnes ayant eu affaire à Pamela. Certains d'entre eux ont été interrogés au détecteur de mensonges, mais cela n'a donné aucun résultat. Les enquêteurs n'ont pas non plus réussi à trouver de preuves indiquant que la jeune femme aurait pu quitter la ville. Sans piste entre les mains, la police a concentré tous ses efforts sur l'opération de recherche. Ils ont élargi la zone à environ 50 km autour de la ville et ont fait appel à des renforts. Étant donné que de nombreuses parties de la région n'étaient pas facilement accessibles aux piétons et aux voitures, la recherche a impliqué de nombreux agents à cheval. En parlant aux journalistes, le shérif a déclaré que c'était le moyen le plus efficace, car une personne à cheval pouvait mieux voir et un animal pouvait sentir un cadavre et manifester ce comportement. La recherche a continué pendant 1 mois, mais n'a pas abouti, et finalement le shérif a décidé de suspendre l'opération de recherche. Depuis lors, l'affaire est essentiellement au point mort, car les enquêteurs n'ont aucune piste entre les mains. En avril, 2 mois après la disparition de Pamela, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un agent de patrouille à Great Falls, une ville à environ 140 km d'Helena, a arrêté une voiture pour excès de vitesse. Il a donné un avertissement à la femme au volant et l'a laissé repartir.
Plus tard, alors qu'il rédigeait le rapport au poste, ses collègues ont remarqué une chose étrange: le permis de conduire que la femme a montré à l'agent était délivré au nom de Pamela Dorrington. Les détectives d'Helena ont demandé une description de l'apparence de la femme, et d'après ce qu'il a dit, il semblait très probable qu'elle soit celle qui était au volant. Cette nouvelle a redonné de l'espoir aux proches de la jeune femme disparue, sauf que les enquêteurs n'ont jamais réussi à retrouver la voiture et sa conductrice. Le 13 juin de cette année-là, près de 4 mois après la disparition de Pamela, le bureau du shérif a reçu un appel. Un garde forestier d'un parc national, à quelques miles d'Helena, marchait près des quais du lac lorsqu'il a remarqué un corps humain dans l'eau. Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont extrait un torse humain, de la taille au genou, de l'eau. Il a été remis à des experts, qui ont procédé à un examen et ont déterminé qu'il appartenait à une femme d'environ 17 à 23 ans. Les détectives ont presque immédiatement supposé que la personne décédée était Pamela Dorrington. Avec lui, ils ont trouvé plusieurs vêtements similaires à ceux du placard de Pamela. Ils les ont montrés à sa sœur et à ses parents, qui ont confirmé que Pamela avait quelque chose de similaire. Les médecins légistes ont trouvé plusieurs plaies causées par des coups de couteau et des signes que la jeune femme avait été maltraitée, mais le torse seul ne pouvait pas être identifié. Tout cela s'est passé avant l'existence des tests ADN. La seule chose que les experts pouvaient supposer était l'heure approximative à laquelle le corps avait été dans l'eau. À leur avis, il aurait pu être là pendant environ 4 mois, ce qui coïncidait avec la période de la disparition de Pamela. Au cours des semaines qui ont suivi, les enquêteurs, avec l'aide de plongeurs, ont fouillé le lac et la rivière Missouri adjacente, dans l'espoir de retrouver les parties manquantes du corps, mais sans succès. Malgré l'incapacité à identifier le corps, le shérif a déclaré aux journalistes que le corps était très probablement celui de Pamela, de sorte que la police ne considérait plus l'affaire comme une personne disparue, mais comme un meurtre. Cependant, cette découverte ne les a pas rapprochés du coupable lui-même, car il n'y avait toujours pas de piste. Depuis lors, il n'y a eu aucun progrès dans l'affaire. La police a dit aux journalistes et à la famille de Pamela qu'ils avaient plusieurs suspects, mais il était impossible de déterminer leur implication sans preuve. Un an après le meurtre, le shérif a contacté un psychologue à Détroit spécialisé dans les crimes particulièrement violents. D'après les informations disponibles, il a conclu que le coupable était un psychopathe au désir déformé, ce qui était le motif du meurtre. Étant donné cela, il est peu probable qu'il se soit arrêté à un seul meurtre et les enquêteurs devraient s'attendre à d'autres épisodes similaires. En même temps, l'expert a suggéré que cet homme était capable de cacher facilement son vrai visage et de mener une vie ordinaire. Toutes ces informations n'ont pas beaucoup aidé le shérif, mais il ne voyait plus d'autres pistes dans l'enquête. L'homme a donné les noms de ses suspects au psychologue et lui a demandé d'évaluer lequel d'entre eux pourrait commettre un tel crime, mais l'expert ne pouvait pas tirer de conclusion sans preuve supplémentaire. Pamela n'a été enterrée que 7 ans après le meurtre, le 14 juin 1975. Pendant tout ce temps, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé ses autres restes, ni n'ont réussi à se rapprocher du coupable. Néanmoins, ils ont continué à envisager toutes sortes de possibilités. Une fois, les détectives ont même fait appel à des voyants, mais le résultat était tout à fait attendu. 15 ans après le meurtre de 1983, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le propriétaire de l'appartement que Pamela et Marie avaient loué a été reconnu coupable du meurtre de sa femme. En 1968, un homme du nom de Brooke Atlas vivait au premier étage, directement en dessous de leur appartement. Il figurait sur la liste des suspects potentiels dès le début, mais l'absence totale de preuves a empêché toute conclusion sur son implication. Plus tard, il s'est marié et a emménagé dans une maison privée avec sa femme. En 1983, leur maison a brûlé, et les experts ont rapidement déterminé qu'il s'agissait d'incendie criminel. De plus, le corps de la femme d'Atlas a été retrouvé dans la maison, mais la cause de sa mort n'était pas le feu. Le pathologiste a déterminé qu'elle avait été étranglée. Les enquêteurs ont supposé que l'homme avait décidé de se débarrasser de sa femme et de sa maison à cause de problèmes financiers. Peu de temps avant, il avait déclaré faillite, et la perte de sa maison assurée aurait pu entraîner un paiement conséquent de la part de la compagnie d'assurance. Mais au lieu de cela, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et à 20 ans supplémentaires pour incendie criminel. Les enquêteurs dans l'affaire de Pamela se sont intéressés à cet épisode. Atlas, qui vivait littéralement à un pas de la victime, avait l'occasion de la tuer. L'homme aurait pu utiliser une clé de rechange, et au fil des mois passés à vivre près de la jeune femme, il aurait pu apprendre leurs horaires de travail. Les détectives ont parlé à Atlas, mais il a nié toutes les accusations. Étant donné qu'il n'y avait pas une seule preuve contre lui, les policiers n'avaient d'autre choix que d'accepter cela et d'espérer que tôt ou tard de nouvelles pistes émergeraient dans l'affaire. Dans les 38 années qui ont suivi, aucun progrès n'a été réalisé. Les parents de Pamela sont décédés sans connaître la vérité, et parmi ses proches,
elle n'avait plus qu'un frère cadet. Il avait abandonné l'espoir de découvrir ce qui était arrivé à sa sœur, mais en 2021, l'affaire a eu une nouvelle chance. Elle a été transmise à l'unité des homicides non résolus et les nouveaux enquêteurs ont décidé de rouvrir l'enquête. Le meurtre de Pamela n'était pas typique de telles unités, elles rouvrent généralement des vieilles affaires où le coupable a laissé son ADN, mais en raison du manque d'outils analytiques à l'époque, il était impossible de l'utiliser pour attraper le tueur. Dans le cas de Pamela, il n'y avait aucune preuve du tout, et les détectives ne pouvaient espérer que la chance. Ils ont étudié tous les documents laissés par leurs prédécesseurs, y compris une liste de suspects potentiels. Brooke Atlas se démarquait clairement, car il avait déjà été emprisonné pour le meurtre de sa femme. L'homme avait 79 ans à l'époque et purgeait encore sa peine. Les enquêteurs ont réalisé que prouver sa culpabilité après 53 ans serait très difficile, et il était peu probable que l'homme survive jusqu'au procès. Non seulement le procès pourrait durer des années, sans une seule preuve, mais aucun juge ne considérerait même une telle affaire. Alors les détectives ont décidé d'adopter une approche très inhabituelle. Ils sont allés voir Atlas en prison et lui ont proposé d'avouer le meurtre de Pamela. En échange, ils lui ont garanti qu'il ne recevrait aucune peine supplémentaire pour cela. De telles démarches de la part des forces de l'ordre sont assez rares, surtout quand il s'agit d'un meurtre brutal, mais dans ce cas particulier, ils savaient qu'ils n'avaient que deux options: attendre d'obtenir de nouvelles preuves, ce qui était hautement improbable, ou obtenir un aveu, et compte tenu de l'âge d'Atlas, la deuxième option pourrait disparaître à tout moment. De plus, le seul parent proche encore en vie de Pamela était son frère, qui était aussi âgé. Les détectives voulaient qu'il connaisse la vérité. Ils lui ont parlé de la possibilité d'un tel accord, et l'homme a accepté. Les enquêteurs ont présenté leur offre à Atlas et ont attendu. À leur grande surprise, cela a fonctionné. Le coupable a déclaré qu'il était prêt à avouer, mais les enquêteurs n'étaient pas pressés de se réjouir. Ils devaient s'assurer que l'homme était réellement impliqué dans le meurtre, plutôt que de prendre la responsabilité d'un crime commis par quelqu'un d'autre. Ils ont passé de nombreuses heures à l'interroger sur les détails du meurtre, Atlas avouant qu'il avait planifié le meurtre de Pamela à l'avance. Après avoir attendu que sa sœur parte travailler, il est monté dans leur appartement et a sonné à la porte. Lorsque Pamela a ouvert la porte, il lui a dit qu'il y avait une fuite dans l'un des tuyaux de son appartement et que des réparations urgentes étaient nécessaires. Pamela a laissé entrer l'homme sans le moindre doute. Une fois dans l'appartement, il l'a attaqué et étranglé, puis a ramené son corps dans son propre appartement et l'a agressé. C'était le motif principal de ses actes. Atlas l'a ensuite placé dans un tonneau et l'a emmené à l'entrepôt du petit aéroport où il travaillait en tant qu'instructeur de vol. Ce même jour, quelques heures après le meurtre, l'homme donnait tranquillement des leçons à ses élèves. Le tonneau est resté dans l'entrepôt pendant plusieurs jours, après quoi Atlas l'a emmené sur les rives de la rivière Missouri, a séparé le corps et l'a jeté dans l'eau. De plus, l'homme a révélé à la police plusieurs faits qui n'avaient jamais été divulgués, que seul le meurtrier aurait pu connaître. Avec toutes ces informations en main, les enquêteurs n'avaient aucun doute qu'Atlas disait la vérité. 53 ans plus tard, ils ont enfin réussi à résoudre l'affaire, même s'ils ont dû garantir au meurtrier une immunité totale. Étonnamment, le meurtrier a décidé d'accepter l'accord pour une raison. Il a dit que pendant son emprisonnement, il avait cru en Dieu et avait commencé à ressentir des remords, et il s'était excusé auprès des proches de Pamela pour ce qu'il avait fait. L'analyse du psychologue de Détroit s'est avérée assez précise. Atlas semblait vraiment être un homme décent. Il avait travaillé longtemps en tant qu'opérateur d'équipements lourds, puis avait commencé à donner des leçons de vol, avait fondé une famille. Ce n'est qu'après le meurtre de sa femme que sa véritable nature est devenue claire. Le frère de la victime a remercié les enquêteurs d'avoir mis fin à l'affaire. L'homme comprenait qu'une condamnation et une peine de réclusion à perpétuité supplémentaire pour Atlas n'auraient rien changé, et grâce aux détectives, l'affaire était close. Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de nous avoir regardés.